Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Claire de m'accueillir, de m'avoir invitée au sein de ce séminaire auquel je suis ravie de participer aujourd'hui. Donc au cours de mon intervention, je vais vous présenter mon projet doctoral qui porte sur l'histoire d'une profession qui est celle de documentaliste audiovisuel en France et en particulier à la radio et à la télévision publique. Donc pour la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le déroulement et la méthodologie de ma recherche, ainsi que ses principaux enjeux, en faisant un gros plan sur la question de l'identité professionnelle des documentalistes audiovisuels, puisque ça me semble être un des objets centraux du séminaire de cet après-midi. Alors, avant toute chose, je fais un bref retour en arrière sur mon parcours avant d'entamer ma recherche doctorale. Donc, à l'origine, moi, j'étais diplômée de l'Institut d'études politiques de Lyon et ensuite, j'ai obtenu un master gestion des patrimoines audiovisuels et numériques à INASUP. Donc, INASUP, en fait, c'est une école qui se trouve à l'intérieur de l'Institut national de l'audiovisuel. Et je dois avouer que ça a influencé mon sujet de thèse, puisque c'est quand j'ai fait mon master à INASUP que j'ai découvert vraiment le fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel, puisque le master était au sein des locaux de l'INA à Brie-sur-Marne, et puis que j'ai découvert aussi la profession de documentaliste audiovisuel, puisqu'on avait pas mal de cours qui étaient animés par des documentalistes de l'INA et d'ailleurs. Donc ensuite, j'ai enseigné en histoire-géographie. J'étais enseignante titulaire en histoire-géographie pendant 6 ans dans le secondaire. Et j'ai commencé une thèse en 2017 sous la direction de Claire Blandin, qui est spécialiste de l'histoire des médias. Donc cette thèse, je la fais au sein du LabSIC, qui est un laboratoire en information-communication à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc Paris 13. Et donc, je l'ai commencé grâce à un contrat doctoral qui m'a permis de faire mes 3 premières années de thèse de 2017 à 2020. Et depuis septembre 2020, je suis à terre, toujours dans la même université. Je précise que pour ma thèse, j'ai eu un vrai soutien matériel de l'Institut national de l'audiovisuel qui m'a ouvert tout accès à toutes les archives de l'Institut. Donc, je développerai tout à l'heure sur le type d'archives auxquelles j'ai pu avoir accès pour mener à bien ma thèse. Et donc là, j'ai commencé la rédaction de ma thèse au printemps dernier et j'espère soutenir courant 2020. 21, pardon. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ma recherche doctorale, elle porte donc sur l'histoire de la profession de documentaliste audiovisuel. Je la fais débuter en 1952, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la date qu'on garde comme étant la date de la première sauvegarde d'archives audiovisuelles à la radio-télévision française, à la RTF. Et donc ma recherche doctorale porte sur l'histoire de la profession de 1952 jusqu'à 2017, date du début de ma thèse. Alors, la première question qu'on peut se poser et qu'il faut rappeler, c'est de savoir qui sont les documentalistes audiovisuels et quelles sont leurs tâches. Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme ce qu'appelle le sociologue Andrew Abbott leur territoire professionnel? En effet, ça me paraît nécessaire de délimiter un territoire pour cette profession ça m'a paru nécessaire afin de mener à bien ma recherche. Dans la mesure où j'y reviendrai régulièrement, c'est une profession qui est très méconnue et sur laquelle il existe pour l'instant très peu de choses. Donc, afin de délimiter un territoire en termes d'espace, de lieu, tout d'abord, je précise que ma recherche doctorale porte sur la profession de documentaliste dans le contexte de l'audiovisuel public. J'ai donc travaillé essentiellement sur l'histoire du groupe professionnel au sein de la RTF, la radio-télévision française, puis de l'ORTF, puis au sein de l'INA. Mais je prends aussi en compte dans l'histoire de ce groupe professionnel la situation des intermittentes et intermittents qui travaillent pour l'audiovisuel public, en particulier depuis les années 80, années à partir desquelles leur nombre s'est développé. Donc ça me paraît d'autant plus important qu'il existe plusieurs cas de passage de professionnels de l'INA à l'intermittence et plus rarement le cas contraire. Donc, par ailleurs, pour définir le territoire professionnel des documentalistes au sein de l'environnement de l'audiovisuel public, il faut bien sûr essayer de délimiter leurs tâches.
Alors, j'ai essayé de les définir moi-même, parce que finalement, elles sont très rarement décrites, y compris dans les conventions collectives ou dans les différents textes officiels sur les professions de l'audiovisuel. Et au final, le début de mon travail de thèse, ça a d'abord été d'aller chercher qui sont les documentalistes, mais aussi ce qu'elles et ils font, quelles sont leurs tâches, car c'est très méconnu, y compris de la part des professionnels de l'audiovisuel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels de la documentation audiovisuelle, qu'on appelle aujourd'hui donc les documentalistes audiovisuels, après leur avoir donné diverses dénominations depuis les années 1950, donc ces professionnels, elles et ils ont la charge d'indexer les programmes, c'est-à-dire de les décrire, de les résumer, à la fois en tant que contenu et en tant que support en vue de leur archivage. Les documentalistes ont aussi pour tâche de sélectionner des sons pour la radio ou des images d'archives pour la télévision, afin d'illustrer un grand nombre de programmes audiovisuels de nature très diverse. Ça peut aller des journaux télévisés d'actualité aux talk-shows quotidiens qui vont être illustrés par un grand nombre d'archives, sans forcément d'ailleurs qu'on mesure que ce soit des archives. Donc il faut savoir que illustrer des émissions par des archives, ça coûte moins cher que de réaliser des tournages. Et finalement, les archives sont de plus en plus présentes dans les différents formats audiovisuels auxquels on peut avoir accès, même si bien sûr elles ont un coût. Donc finalement, les tâches des documentalistes audiovisuels, ça va être ces tâches de classement, d'indexation, de sélection pour leur réusage des archives radiophoniques et télévisées. Et on voit que la profession de documentaliste audiovisuel, notamment à travers ces tâches de sélection, va participer aux créations journalistiques et audiovisuelles à travers donc cette sélection d'illustrations. Une question qui se pose quand on observe les tâches des documentalistes audiovisuels, c'est finalement de savoir dans quel milieu professionnel on peut les situer, dans la mesure où la profession apparaît vraiment au carrefour entre les métiers du patrimoine, de la documentation et des bibliothèques, mais aussi, bien sûr, de la création audiovisuelle. Donc, on verra que c'est un flou qui va finalement participer d'une certaine manière à la construction de leur identité professionnelle. Et j'ajoute, pour finir sur vraiment les tâches qui sont dévolues à la profession, qu'une des caractéristiques de la profession de documentaliste audiovisuel, c'est l'adaptabilité à des techniques qui ont profondément évolué depuis les années 50. Et notamment en 2007, il y a un texte de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation, l'ADBS, qui définissait la profession de documentaliste audiovisuel comme, je cite, exigeant des compétences en gestion de projet et des compétences dans des technologies qui évoluent rapidement. Donc, on analyse une profession qui vraiment s'inscrit dans un contexte audiovisuel en mutation permanente depuis les années 50. Alors, l'enjeu principal de ma recherche, c'est vraiment de réaliser une socio-histoire de la profession de documentaliste audiovisuel. Donc, d'une part, je souhaite vraiment inscrire mon travail dans l'histoire de l'audiovisuel public et des professions de l'audiovisuel public, puisqu'on verra que les documentalistes sont en relation avec diverses professions de l'audiovisuel. Un enjeu également de ma recherche, c'est bien sûr de mettre en lumière cette profession méconnue qui apparaît quasi absente des recherches en sciences humaines et sociales et qui est également très peu visible au générique des programmes audiovisuels auxquels elle et il participent, même si on verra qu'il y a une légère amélioration ces dernières années. Et puis, il y a toute une partie, toute une dimension sociologique, puisque mon objectif, c'est vraiment d'analyser les parcours personnels et professionnels des documentalistes et d'analyser leurs relations aux autres actrices et aux autres acteurs de ce qu'Howard Becker appelle le monde social des créations, auquel finalement les documentalistes semblent appartenir. Alors, je précise que la profession de documentaliste audiovisuel, c'est vrai que ça ne recouvre pas un nombre immense de personnes en France. À l'INA, on compte moins d'une centaine de documentalistes sur environ 950 employés. Et en termes d'intermittentes et d'intermittents, on dénombre plus de 200 personnes en tant que documentalistes audiovisuels et une trentaine qui travaillent pour l'audiovisuel public. Donc c'est un nombre qui reste relativement faible, ce qui explique peut-être parfois leur manque de visibilité. C'est quand même un nombre qui constitue la plus importante population travaillant à l'INA, par exemple, et donc qui mérite d'être étudié selon moi.
Alors, ma recherche, elle s'inscrit vraiment dans une volonté de pluridisciplinarité. Donc, en premier lieu, mon sujet, c'est vraiment un sujet d'histoire des médias, parce que l'objectif, c'est de montrer comment la profession de documentaliste audiovisuel va s'inscrire dans une histoire générale de la radio-télévision publique française. Et donc, je cherche vraiment à analyser l'évolution du métier, de ses outils, de ses méthodologies, en les replaçant dans une perspective diachronique sur fond d'histoire de l'audiovisuel public en France. Et donc, je m'inspire notamment de tous les travaux sur l'histoire des médias en France, de Jean-Noël Jeannet, sur les travaux en histoire des professions, notamment ceux menés par Jérôme Bourdon, ou encore sur des travaux comme ceux d'Isabelle Véramasson sur les programmes audiovisuels sur des thématiques historiques. Étant donné que la profession de documentaliste audiovisuel apparaît quasiment absente aujourd'hui des recherches en sciences humaines et sociales, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'enjeu de ma recherche, c'est vraiment de défricher le terrain concernant cette profession et de fait, vraiment de poser les bases concernant ce que peut être cette profession. Pour ça, ça me paraît essentiel de mener aussi une recherche à dimension sociologique et d'analyser quels sont les parcours des professionnels de la documentation audiovisuelle, quelles sont leurs conditions de travail, mais aussi quelles sont leurs interactions et leurs rapports sociaux avec les autres professions de l'audiovisuel qu'elles côtoient. Ça me paraît aussi nécessaire, je l'expliquerai tout à l'heure, de réaliser cette socio-histoire du groupe professionnel à travers l'axe du genre, puisque la forte composante féminine du groupe des documentalistes participe en grande partie à sa construction identitaire, selon moi. Et enfin, je cherche bien sûr à inscrire cette socio-histoire des documentalistes dans un contexte informationnel, communicationnel plus général, celui des bouleversements de l'industrie audiovisuelle, où notamment la valeur d'usage et la valeur marchande des archives ne cessent d'évoluer, en particulier ces dernières années avec la numérisation des archives et l'arrivée des plateformes de contenu en ligne. Alors, quelle a été la méthodologie de ma recherche au cours de ma thèse ? Alors moi, je me positionne bien sûr clairement comme une actrice extérieure à la profession, que je n'ai jamais j'ai jamais été documentaliste. Donc je suis vraiment dans une position de chercheur extérieur. Et ma principale ressource, en fait, ça a été le recueil de données orales auprès de documentalistes audiovisuels en poste ou à la retraite et de quelques professionnels qui travaillent avec des documentalistes. Donc vraiment, le premier matériau sur lequel je travaille, c'est des entretiens biographiques semi-directifs que j'ai menés avec des salariés de l'INA, donc en poste ou à la retraite, et des intermittentes et intermittents travaillant pour l'audiovisuel public. Donc j'ai mené 37 entretiens semi-directifs et je précise que sur ces 37 entretiens, j'ai interrogé 5 hommes. Je précise tout de suite parce que ça va être une partie des enjeux de ma recherche. Alors pour chacun de ces entretiens, j'ai préparé une grille de questions à partir de grandes thématiques, l'origine sociale, le parcours scolaire et universitaire, la vie professionnelle et l'arrivée dans le métier de documentaliste, et en particulier, j'ai essayé de développer un peu la question de la vocation professionnelle. Ensuite, j'ai cherché à comprendre quelles étaient les évolutions de carrière institutionnelle, quelle était la part du militantisme dans la carrière, parce qu'on verra que c'est relativement important. Et puis, j'ai posé différentes questions sur les conditions de travail et les pratiques et la position des professionnels face à l'évolution des outils. Donc, au final, j'ai fait l'essentiel de mes entretiens avec des documentalistes de l'INA. Donc, j'ai fait 28 de mes entretiens avec des documentalistes de l'INA, en poste ou à la retraite, de 30 à 80 ans environ, donc femmes et hommes confondus, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai aussi eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs semaines d'observation au début de la thèse au sein de tous les services de la documentation de l'INA, puisqu'en fait, à l'INA, on a différents services dédiés à la documentation audiovisuelle. On a le dépôt légal, j'y reviendrai tout à l'heure, les archives professionnelles, mais aussi une antenne directement située à France Télévisions et une autre antenne située directement à Radio France. Donc, au cours de ces semaines d'observation, j'ai déjà pu mener mes premières observations de type ethnographique avant de me lancer dans les entretiens formels dont je vous parlais précédemment. Juste pour revenir sur les entretiens et pour terminer là-dessus, j'ai essayé de les mener dans un sens que je pourrais dire plutôt chronologique, en interrogeant d'abord les plus anciennes documentalistes, donc celles qui sont actuellement à la retraite,
Et petit à petit, en élargissant aux documentalistes les plus jeunes, donc ceux qui ont, je dirais, entre 30 et 40 ans, qui sont arrivés avec l'informatisation des données à partir des années 90 et finalement qui, je le dirai tout à l'heure, qui montrent une certaine évolution de la population qui occupe la profession de documentaliste depuis une vingtaine d'années. Alors, outre ces sources orales que constituent les entretiens, je travaille aussi sur un ensemble de ressources papier et de ressources audiovisuelles et je croise donc leur analyse avec les sources orales que j'ai recueillies. Donc ces ressources qui sont quand même essentiellement des ressources papier, ce sont des archives auxquelles j'ai eu accès à l'INA en accédant à un service qui s'appelle les archives institutionnelles. Et en fait, j'ai notamment pu travailler sur des plannings de travail, des conventions collectives, des comptes rendus de comités d'entreprise, mais aussi des documents syndicaux, notamment de la CGT et de la CFDT-INA, donc des tracts, des coupures de presse, différents documents en fait, qui m'ont permis de recouper les informations que j'avais obtenues ou de vérifier les informations que j'avais obtenues lors de mes entretiens, étant donné que, encore une fois, il existe très peu de recherches, très peu d'éléments en recherche sur la profession de documentaliste audiovisuel. Donc ça m'a vraiment été très précieux. Et j'ai aussi eu accès aux archives des ressources humaines de l'INA. Donc j'ai aussi pu avoir pas mal d'informations sur les salaires, tout simplement, de manière basique, et sur la population, les personnes qui occupent les postes de documentaliste audiovisuel. Alors, mon travail doctoral repose sur une question ethnographique essentielle qui est de comprendre finalement qui sont les documentalistes audiovisuels, quels sont leurs parcours personnels et professionnels, et comment leur profession s'est construite dans le contexte de l'audiovisuel public. Donc pour ça me paraît nécessaire, avec les données orales que j'ai recueillies, de me questionner sur les termes qui sont utilisés par les documentalistes pour parler de leur profession, de leurs compétences, et de leur rapport aux autres professions. Et puis en regard, j'essaye aussi d'analyser quels peuvent être les termes utilisés par les autres professions de l'audiovisuel qui travaillent avec les documentalistes, donc en particulier les réalisatrices, réalisateurs et les journalistes. Et puis une dernière question qui me paraît essentielle aussi, c'est de voir comment les documentalistes audiovisuels peuvent se positionner par rapport au milieu des bibliothèques et aux autres métiers de la documentation, étant donné que, aux yeux du grand public, c'est une population qui apparaît souvent assimilée plutôt au métier de la documentation, alors que finalement, on le verra, les professionnels de la documentation audiovisuelle, elles et eux, ont plutôt tendance à s'inscrire dans le milieu de l'audiovisuel. Alors, concernant les principaux résultats de ma recherche, la profession de documentaliste audiovisuel, en fait, l'identité des professionnels repose sur le fait que c'est un métier qui semble avoir peiné à émerger et à se professionnaliser. Ça, j'y reviendrai dans la diapositive suivante, donc je ne développe pas tout de suite là-dessus. Et un des éléments essentiels également qui ressort de ma recherche, c'est que la profession de documentaliste audiovisuel, c'est une profession à très forte composante féminine. Donc finalement, on a l'impression que c'est une profession qui a été créée à l'origine, alors elle a été créée à l'origine par des femmes, et on a l'impression qu'elle a été créée pour des femmes, à l'image de ce que l'historienne Michel Perrault appelle, je cite, des métiers de femmes, dans le sens où finalement, la profession de documentaliste s'inscrirait dans le prolongement de ce que Michel Perrault appelle des fonctions, je cite encore une fois, naturelles, maternelles et ménagères, qui seraient donc des compétences de femmes. Et c'est assez parlant dans un article que j'ai retrouvé, je ne voulais pas citer. Donc un article que j'ai retrouvé, un article d'un magazine qui s'appelle Micro et Caméra, qui était paru en novembre 1968. Il y avait justement une cinémathécaire de l'ORTF, donc cinémathécaire, c'était la dénomination qu'on utilisait à l'origine pour les documentalistes audiovisuels. Donc, dans cet article de Micro et Caméra, on avait une cinémathécaire de l'ORTF qui parlait de son travail et qui expliquait au magazine que c'était un emploi qui nécessitait, je cite, méthode, patience et diplomatie, savoir être disponible sans être trop intéressé. Et elle précisait plus loin que c'était un métier, je cite, parfait pour une femme. Donc, on est vraiment dès les débuts de la profession dans une connotation féminine très forte, dans le sens où finalement les qualités requises
pour le métier semblerait reposer sur des compétences naturalisées pour les femmes. Alors, cette connotation féminine, elle est d'autant plus forte que dans les premières années de la profession, dans les premières décennies même, le métier est occupé par une proportion écrasante de femmes. Donc, en 1976, au tout début de l'INA, on ne dénombre que 3 hommes sur 50 documentalistes. Et finalement, c'est une situation qui va perdurer jusqu'aux années 90, ce très fort déséquilibre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. À partir des années 90, ça va un petit peu évoluer. Et aujourd'hui, on a environ une proportion de 30% d'hommes parmi les documentalistes audiovisuels, que ce soit à l'INA ou en intermittence. Par ailleurs, un des principaux objectifs de ma recherche, c'est vraiment du coup d'explorer le lien entre le fait que la profession de documentaliste audiovisuel soit occupée majoritairement par des femmes et le fait qu'elle s'inscrive clairement comme une profession de backstage qui est peu visible au générique des créations médiatiques auxquelles elle participe. Alors juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la profession de documentaliste finalement semble avoir construit son identité de manière relativement lente à travers justement une professionnalisation qui a mis du temps à se mettre en place. Et finalement, la profession, elle s'est d'abord construite sur le tas, loin des volontés institutionnelles et sur la base d'initiatives individuelles et avec les moyens du bord. Donc, dans la citation que je vous indique, que je vous ai mis sur le diaporama, c'est un extrait d'un article de l'Express, qui est d'ailleurs un des très rares articles de presse sur la profession qu'on peut trouver dans les diverses archives de presse existantes. Dans cet article, on raconte l'origine même de la profession de documentaliste audiovisuel, qui a été donc mise en œuvre par une monteuse de la RTF qui s'appelait Violette Franck. Et dans la citation, on voit bien le manque de moyens évident dans les premières années, même les premières décennies de la télévision publique française, puisque là, on le dit bien dans la citation, c'est très clair. On parle d'un bureau étriqué, du fait qu'il n'y a pas de machine à écrire, qu'il y a une armoire en fer et que finalement Violette Franck se serait installée en squatter avec sa cinémathèque de poche en quelque sorte et aurait placé l'administration de l'audiovisuel public devant le fait accompli. Donc clairement, le métier de cinémathécaire, c'était la première dénomination du métier de documentaliste de l'audiovisuel. Clairement, le métier s'est constitué dès les débuts de la télévision publique dans des conditions matérielles très aléatoires. Et finalement, le seul objectif des premières documentalistes, c'était de faire face aux coups de ciseaux des journalistes qui coupaient directement dans les pellicules des programmes pour réutiliser ces extraits de programmes dans de nouvelles créations. Donc finalement, le but, ça a d'abord été de sauver les archives et la profession a mis beaucoup de temps avant de s'institutionnaliser. Par ailleurs, ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est le fait que c'est la question de l'identité professionnelle des documentalistes et le fait que cette profession en particulier évolue dans un environnement très particulier, celui de l'audiovisuel public. Ce qui est intéressant, c'est le fait que la profession, elle est souvent perçue par les professionnels de l'audiovisuel comme un personnel de renfort. C'est ce qui sort vraiment, que ce soit dans les discours des documentalistes ou dans les discours des journalistes et réalisateurs avec lesquels elle travaille. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. On a l'impression que c'est un métier de soutien aux créations, mais qui est très peu mis en lumière. Et de fait, c'est une profession qui va apparaître très méconnue du grand public, mais aussi, je le disais tout à l'heure, des chercheuses et chercheurs en SHS et même des professionnels de l'audiovisuel, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a finalement un certain nombre de professionnels de l'audiovisuel qui ne connaissent pas bien les tâches et les compétences nécessaires à la profession de documentaliste audiovisuel. Alors, du fait de cette faible visibilité de la profession qui participe à la construction de son identité, il y a une question qui me tracassait, c'était celle de la vocation. Et au final, dans la quasi-totalité des entretiens que j'ai menés, on s'aperçoit que c'est souvent, que les documentalistes audiovisuels arrivent souvent à leur poste un peu par défaut, dans la mesure où elle et il avaient souvent envisagé un autre emploi précédemment, ne connaissaient pas forcément l'existence de cette profession et se sont souvent retrouvés là un peu par hasard. Alors ça ne veut pas dire après qu'ils ne vont pas aimer leur travail, parce qu'on a souvent des retours relativement positifs,
Mais en revanche, cette question de la vocation par défaut, c'est vraiment quelque chose de relativement fort dans les discours que j'ai pu recueillir. Et puis concernant toujours la question de la visibilité, et plutôt de l'invisibilité d'ailleurs, de la profession qui participe très fortement à la construction de son identité professionnelle, on note qu'il y a très peu de formations spécifiques existantes pour cette profession, et ça participe probablement à cette faible visibilité de la profession. Alors j'essaie d'accélérer un peu parce que je crois que je suis un peu longue. Donc, je l'ai dit, c'est une profession, la profession de documentaliste audiovisuel, qui est peu visible. Elle s'inscrit clairement dans une division genrée du travail où on a quand même des documentalistes qui sont souvent des femmes, même si ça évolue encore une fois, qui travaillent souvent pour des journalistes ou des réalisateurs hommes, même si de ce côté-là, ça évolue aussi, hein, et je le vois au fur et à mesure de ma thèse. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, leurs compétences semblent souvent naturalisées et finalement sont peu visibles, et leur profession met beaucoup de temps à être identifiée aux yeux des autres professions de l'audiovisuel notamment. Et puis, c'est une profession qui va, malgré cette invisibilité, enfin justement, qui va essayer de lutter régulièrement contre cette invisibilité et qui va développer des mécanismes pour chercher à faire reconnaître socialement sa profession et aussi à la faire reconnaître en termes salariaux. Alors, je parlerai plus tard de risque de dépossession des compétences avec le numérique, je conclurai là-dessus tout à l'heure. Donc, concernant les luttes pour la reconnaissance salariale et sociale, je vous ai mis là une capture d'écran d'un des rares reportages télévisés qui existent sur les documentalistes audiovisuels et qui a été réalisé en 1981 alors que les documentalistes de l'INA menaient une grève de plusieurs semaines qui finalement a bloqué l'accès des journalistes aux archives de l'INA pendant plusieurs semaines, puisque quasiment toutes les documentalistes étaient alors en grève. Et c'est une grève qui a été menée pour une reconnaissance salariale de la profession, dans la mesure où les documentalistes demandaient à être rémunérés au même titre que les techniciens de l'INA qui étaient recrutés au même niveau de diplôme et qui néanmoins avaient une évolution de carrière meilleure. Donc, il y avait la volonté de, je cite, faire reconnaître les diplômes des femmes, hein, c'est ce qui est inscrit sur leur tract au moment de cette lutte. Et en fait, ce qui est important dans cette lutte, c'est qu'elle arrive, elle va déboucher d'ailleurs sur une revalorisation salariale, et elle arrive à la fin d'une suite de luttes tout au long des années 70 qui montre bien un esprit de corps très fort au sein de la population des documentalistes de l'audiovisuel public au cours des années 70-80, et la volonté de lutter pour une reconnaissance vraiment salariale, donc, parce qu'on demande une augmentation des salaires à l'époque, mais aussi une reconnaissance sociale, parce que là, en fait, elles veulent être vues et elles veulent être montrées. Et dans ces différents reportages, il y en a très peu, hein, mais dans ces différents reportages de novembre 1981, il y en a 4, il me semble, on voit aussi cette volonté d'être vue par les journalistes, notamment en leur bloquant l'accès aux archives. Donc, ce qui ressort justement à travers ces mouvements des années 70-80, c'est que jusqu'aux années 80-90, le groupe professionnel des documentalistes, c'est un groupe relativement homogène en termes sociaux et culturels notamment, et qu'un esprit de corps est vraiment perceptible au sein de ce groupe professionnel. Alors, je vous ai cité une des documentalistes qui avait participé justement au mouvement de 1981 et qui explique qu'en 1981, elles avaient toutes quasiment le même âge, les documentalistes de l'INA, donc elle dit entre 24 et 30 ans. Il n'y avait que 2 hommes. Et donc, elle dit, hein, ça faisait une ambiance très particulière. Moi, ce que j'ai pu noter au cours de mes entretiens, c'est aussi qu'en termes d'origine sociale, on est sur des origines très proches, hein. On a souvent également des personnes qui sont issues de la couronne francilienne. Elles ont globalement un haut niveau d'études dans des domaines littéraires pour la plupart. Elles viennent de familles cultivées et classe moyenne plutôt favorisée quand même. Et donc, on a quand même une relative homogénéité du groupe professionnel des documentalistes audiovisuels jusqu'aux années 90. Alors, j'aurais pas le temps de développer là-dessus, mais ce qu'on note à partir des années 90, c'est qu'il va y avoir des carrières qui vont néanmoins varier un peu selon qu'on travaille en intermittence ou à l'INA. Et en revanche, quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est de noter qu'à partir des années 90, avec la création du dépôt légal en 1992, la population, notamment des documentalistes de l'INA, va quasiment être doublée par 2, parce qu'on va passer d'une quarantaine de documentalistes à quasiment 80 documentalistes en quelques années, entre 92 et 95, dans le cadre de la création du dépôt légal de l'audiovisuel.
Et ça va diversifier quand même relativement la population des documentalistes. D'une part, on va avoir beaucoup plus d'hommes qui vont être recrutés au cours de la création du dépôt légal. Et d'autre part, on va aussi avoir un rajeunissement des documentalistes, puisque les documentalistes recrutés au moment du dépôt légal sont plus jeunes que les documentalistes qui travaillaient depuis les débuts de l'INA en 1975, voire depuis les débuts de la télévision publique. Donc, on va avoir beaucoup plus d'hommes qui vont arriver à partir de la création du dépôt légal. C'est très clair. Dans le premier recrutement de documentalistes à la création du dépôt légal, la moitié des personnes recrutées sont des hommes, ce qui est une proportion inédite à l'INA. C'était jamais arrivé chez les donc ça va assez considérablement la population. Et à partir des années 90, alors qu'on avait jusqu'à maintenant une population très mobilisée politiquement et très investie syndicalement, comme le démontraient les luttes des années 70-80, on va avoir un affaiblissement de la mobilisation syndicale, qui est un affaiblissement qu'on voit dans beaucoup de professions, mais qui est très net chez les documentalistes audiovisuels. J'ai juste mis un petit point sur le fait qu'on a aussi bien sûr des différences de carrière qui, avec la masculinisation, vont s'accentuer. Alors c'est vrai au sein de l'INA, parce qu'on va avoir beaucoup d'hommes qui vont utiliser finalement le poste de documentaliste comme un tremplin pour d'autres professions après. Hein. C'est le cas pour un certain nombre d'hommes documentalistes, et c'est très rarement le cas chez les femmes documentalistes de l'INA. Et par ailleurs, chez les intermittentes et intermittents, il semble qu'il y ait un traitement salarial qui parfois soit différent selon qu'on soit homme ou femme. J'ai eu plusieurs retours là-dessus. Alors après, ça c'est quelque chose qu'il faut que je développe et que je n'ai pas encore bien développé. C'est pour ça que je l'ai mis sous forme de questions sur le diaporama. Je voudrais juste finir mon intervention sur toutes les évolutions auxquelles doivent faire face les documentalistes visuels avec l'avènement du numérique, notamment depuis la fin des années 90. Donc en 1999, l'INA a mis en place son plan de sauvegarde et de numérisation des archives. Et finalement, avec cette numérisation des archives et cette informatisation croissante des bases de données et des thésaurus, il y a une vraie crainte chez les documentalistes face au numérique d'être remplacés par des machines et d'être dépossédés de leurs compétences justement par ces machines. Donc, il y a une vraie crainte de voir leur profession disparaître en partie. Néanmoins, il y a aussi des nouvelles perspectives qui apparaissent toujours avec le numérique, et en particulier avec la mise en ligne d'une partie des archives. Alors, à partir de la création du site ina.fr en 2006, mais plus encore ces dernières années avec la place des archives audiovisuelles diverses sur les réseaux sociaux, puisqu'on voit que de plus en plus d'archives sont valorisées auprès du grand public sur les plateformes de contenu et sur les réseaux sociaux. Et finalement, en donnant une nouvelle place aux archives auprès du grand public, on peut se demander s'il n'y a pas des nouvelles perspectives de visibilité pour les tâches de documentation. Et donc là, j'ai cité un ancien documentaliste qui est devenu rédacteur web pour l'INA et qui explique que pour lui, c'est important que le travail soit un minimum vu, et que lui, il considère qu'à partir du moment où il est devenu rédacteur web et où il s'est mis à travailler pour l'éditorialisation uniquement, il trouvait que son travail était davantage vu que quand il indexait des émissions en tant que documentaliste. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de documentalistes là, depuis ces 3 dernières années à qui on demande de se spécialiser dans les tâches d'éditorialisation, et que ça semble être une manière pour elles et eux justement de signer leur travail. Donc je conclus sur cette intervention. Je cherche juste ma petite conclusion que j'ai perdue du coup, voilà. Donc ce qui me paraît essentiel aujourd'hui dans mon travail, c'est de voir que la question du genre, c'est vraiment un élément central dans la construction identitaire de la profession de documentaliste audiovisuel, qui a été créée par des femmes et qui est encore aujourd'hui majoritairement occupée par celles-ci, même si ça évolue. Que peut-être que cette féminisation, enfin selon moi, cette part féminine explique en partie le statut de personnel de renfort, voire de métier humble dont peut parler Howard Hughes, qui serait au service des créateurs et des créatrices. Et que finalement, le groupe professionnel des documentalistes, même s'il ne semble pas souffrir d'un réel malaise professionnel,
semble avoir vraiment construit son identité sur une faible visibilité de ses compétences et de ses tâches. Et on peut se demander dans quelle mesure le numérique, finalement, et la visibilité nouvelle des archives peut permettre une meilleure visibilité de ses compétences et une meilleure reconnaissance sociale de la profession. Voilà, merci beaucoup. Merci Ada.